Chapitre 1. La discipline de la lucidité. L'intelligence est souvent mal comprise. Beaucoup la confondent avec ce que l'on sait, avec la vitesse à répondre, avec l'aisance à parler, avec l'impression qu'on laisse dans une pièce. Pourtant, l'intelligence qui change vraiment une vie est plus silencieuse. Elle se voit surtout dans ce que tu fais quand personne ne te regarde et dans ce que tu refuses de faire quand on essaie de t'y pousser. Il y a un instant précis, et tu le reconnaîtras quand il reviendra, où ta trajectoire bascule pour une raison ridicule, une réaction trop rapide, une phrase envoyée trop tôt, un oui lâché pour éviter un malaise, une décision prise pour calmer une émotion, pas pour protéger ton avenir. Je te parle de ce point de bascule parce qu'il ne ressemble à rien, aucun drame, aucun grand bruit. Et pourtant, c'est là que les esprits intelligents perdent le contrôle sans s'en rendre compte. Devenir dangereusement intelligent n'a rien à voir avec paraître brillant. C'est devenir stable là où les autres deviennent prévisibles. C'est garder ton jugement intact quand le stress, l'orgueil, la peur ou l'urgence cherchent à te voler la main. C'est une forme d'avantage qui ne dépend ni de ton diplôme ni de ton charisme, mais d'une chose, ta capacité à te maîtriser avant de vouloir maîtriser le monde. L'idée centrale est simple et elle dérange parce qu'elle enlève toutes les excuses. L'intelligence sans maîtrise de soi est instable. Elle fuit. Elle se retourne contre toi au pire moment. Tu peux avoir des idées rares et les saboter en 1 minute. Tu peux comprendre les gens et te laisser manipuler par ton besoin d'être apprécié. Tu peux être compétent et te faire marcher dessus parce que tu réponds à chaque pression comme si elle était légitime. La première preuve d'intelligence n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu contrôles en toi. Je ne te parle pas d'être froid, je te parle d'être propriétaire de ton comportement. Observe ce qui ruine la plupart des trajectoires. Ce n'est pas l'incompétence, c'est le manque de retenue. Un message répondu sous irritation, une négociation acceptée sous urgence, une relation abîmée par un mot de trop, une dépense faite pour apaiser un vide, une promesse donnée pour rester bien. Tout ça n'est pas un manque de cerveau, c'est un manque de pause. Cette pause, ce petit espace entre ce qui arrive et ce que tu fais, c'est là que vit la lucidité. Et c'est là que tu commences à devenir dangereux, au sens exact, difficile à diriger. Je te donne une histoire sans glamour. Un garçon brillant, rapide, exactement le type qu'on remarque. Il décroche un poste au-dessus de son niveau. L'entreprise est intense, les délais serrés, l'ambiance compétitive. Il veut prouver qu'il mérite. Très vite, son manager le teste. Rien de frontal, des demandes tardives, des changements de priorité à la dernière minute, des remarques ambiguës, juste assez pour le faire douter. Le garçon réagit comme réagissent les ambitieux qui veulent être irréprochables. Il répond immédiatement. Il explique. Il s'excuse quand il n'a rien fait. Il travaille plus pour compenser une pression qui n'avait pas à être acceptée. Il pense qu'il construit sa réputation. En réalité, il construit une habitude chez l'autre. Il cède. Et quand quelqu'un apprend que tu cèdes, il ne négocie plus avec ta compétence. Il négocie avec ta peur de perdre. Un soir, à 22h, un message tombe. « J'ai besoin de ta réponse ce soir. » Il répond en 2 minutes, sans vérifier si c'était vraiment nécessaire. Le lendemain, même scénario. Puis, ça devient normal. Il n'a pas perdu son salaire, mais il a perdu son tempo. Et perdre ton tempo, c'est perdre une partie de ta liberté mentale. La prise de conscience ici est froide. Le monde ne te vole pas toujours par attaque. Il te presse, en te provoquant, en te flattant, en te rendant urgent. L'esprit réactif est une ressource gratuite pour les autres. L'esprit maîtrisé, lui, impose une friction. Et cette friction protège. Deuxième prise de conscience. Tes émotions sont des informations, pas des ordres. La colère signale une limite. La peur signale un risque. Pas parce qu'il est un génie, parce qu'il a compris que le placement détermine le prix. Là où tu te places, décide combien tu vaux. Et ce placement n'est pas seulement professionnel, il est mental. Est-ce que tu passes ton temps à réagir à l'actualité ou à construire une compétence qui comptera encore dans 5 ans? Est-ce que tu passes tes soirées à vider ton cerveau ou à le nourrir de choses qui le renforcent? Est-ce que tu dépenses pour paraître ou pour te libérer? Ces micro-placements s'additionnent. C'est comme ça que des vies divergent.
Une autre histoire, relationnelle. Une femme rencontre un homme charismatique. Très vite, il occupe l'espace. Il parle, il promet, il donne l'impression d'un futur. Elle est fascinée. Elle se place en réponse. Elle adapte son rythme. Elle accepte des incohérences parce qu'elle ne veut pas ruiner quelque chose. Résultat, elle devient une variable. Il devient la constante. Et dans un système relationnel, celui qui est constant a le pouvoir. Pas par domination, par inertie. Quand elle a compris, elle n'a pas fait une scène. Elle a changé son placement. Elle a ralenti, elle a arrêté de se rendre disponible, elle a cessé de combler les vides. Et l'homme, soudain, a dû révéler ce qu'il cherchait vraiment. Un lien ou une prise. Le placement révèle. Toujours. Tu veux un avantage invisible? Arrête de te placer là où ton effort est dilué. Arrête de te placer là où ton attention est exploitée. Arrête de te placer là où ton oui est attendu. Commence à te placer là où ta présence a un coût, là où ton absence se remarque, là où ta compétence est rare, là où tes standards sont nets. Tu n'as pas besoin d'être arrogant, tu as besoin d'être sélectif. Une règle très concrète. Ne poursuis pas ce qui ne te poursuit pas. Dans le travail, dans les relations, dans les opportunités. La poursuite te met en position basse. Elle te rend dépendant. Ça ne veut pas dire ne rien vouloir. Ça veut dire construire une valeur qui attire, plutôt que mendier une validation qui fuit. Une autre règle. Choisis tes points d'entrée. Un point d'entrée, c'est la manière dont tu rentres dans un système. Dans une entreprise, tu peux entrer comme exécutant généraliste ou comme spécialiste rare. Dans un réseau, tu peux entrer comme suiveur ou comme apporteur de valeur. Dans une relation, tu peux entrer comme disponible ou comme choisi. Ton point d'entrée crée un rapport de force implicite, et ce rapport de force te suit longtemps. Beaucoup essaient de rattraper ensuite. C'est difficile. Le placement initial est un levier énorme. Je te laisse une question qui crée souvent un silence. Dans quel domaine de ta vie es-tu en train de te placer en dessous de ta valeur juste pour être accepté, inclus ou rassuré? Tu le sais. Et ce savoir t'irrite parce qu'il implique une décision. Ce chapitre se termine sans conclure, parce que la suite dépend de ce que tu vas faire avec cette idée. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Dans les prochains jours, tu vas voir des occasions minuscules de te repositionner. Un message auquel tu n'as pas à répondre tout de suite, une demande à laquelle tu peux dire non calmement. Un projet où tu peux exiger des conditions claires. Une dépense que tu peux refuser parce qu'elle n'est qu'un costume. Si tu veux un geste discret, fais-le. Choisis un seul endroit où tu t'es placé trop bas et remonte d'un cran. Un seul cran. Pas une révolution, juste un ajustement net. Observe ensuite le monde autour de toi. Les gens et les systèmes réagissent toujours à un changement de placement. Et dans ces réactions, tu verras apparaître quelque chose de précieux. Ton avantage invisible. Chapitre 2. Le bruit te rend docile. Tu fais défiler, tu lis, tu écoutes, tu accumules. À la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir appris, mais ton esprit est lourd, flou, irritable. Et surtout, tu n'as rien décidé de solide. C'est un état étrange. Beaucoup d'informations, peu de direction. On s'habitue à ça au point de croire que c'est normal. Pourtant, c'est exactement comme ça qu'un esprit devient manipulable. Pas par manque d'intelligence, mais par surcharge. Un cerveau saturé cherche du confort, pas de la vérité. Il cherche une conclusion rapide, pas une compréhension. L'idée centrale aujourd'hui, c'est celle-ci. Penser est une action. Consommer ne l'est pas. Et tant que tu confonds les deux, tu restes dépendant de ce que les autres te servent. Tu peux avoir accès à tout et rester pauvre mentalement. Parce que la richesse mentale ne vient pas du volume, elle vient du traitement. La majorité des gens vivent comme des entrepôts. Ils stockent, ils savent, ils ont des opinions prêtes. Mais leur tête n'est pas un atelier. Ils ne transforment pas, ils ne relient pas, ils ne testent pas. Alors, leur intelligence ressemble à un décor. Ils parlent bien, ils citent, ils répètent. Puis ils tombent dans les mêmes pièges. Mauvais timing, mauvaise personne, mauvaise décision, mauvaise dépense. L'époque est pleine de gens informés qui vivent mal. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. La première prise de conscience secondaire. L'information peut être un narcotique. Elle donne l'impression de progresser tout en évitant l'effort réel, choisir, trancher, assumer.
Lire une analyse économique, par exemple, peut te donner une sensation de contrôle. Mais si derrière tu ne changes rien à tes dépenses, à tes habitudes de travail, à tes décisions d'investissement, tu n'as pas gagné de pouvoir. Tu as juste acheté une sensation. Même chose avec les relations. Comprendre comment fonctionnent les gens ne sert à rien si tu continues à te laisser aspirer par la culpabilité, par la peur de déplaire, par l'urgence émotionnelle. Penser, c'est créer une distance. C'est refuser la réaction immédiate. C'est accepter de ne pas avoir d'avis pendant un moment. Et cette capacité, aujourd'hui, est rare. Rare, donc précieuse. Deuxième prise de conscience secondaire. Ton esprit n'est pas un tribunal, c'est un laboratoire. La plupart jugent trop vite. Ils veulent classer bon, mauvais, vrai, faux, dangereux, rassurant. Ça soulage, mais ça rend aveugle. Un laboratoire fait autre chose. Il observe, il pose des hypothèses, il teste, il compare, il attend. Les esprits dangereusement intelligents ne sont pas plus cyniques, ils sont plus méthodiques. Ils savent qu'une idée séduisante peut être fausse et qu'une idée inconfortable peut être juste. Ils savent aussi qu'une idée peut être vraie dans un contexte et toxique dans un autre. Ce niveau de finesse ne vient pas d'un QI, il vient d'une discipline. Ralentir le jugement pour augmenter la précision. Troisième prise de conscience secondaire. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes questions, pas de la quantité de tes réponses. Les réponses ferment, les questions ouvrent. Mais pas n'importe quelle question. Les questions qui t'évitent le spectacle mental. Quand tu te sens bloqué, au lieu de demander « comment faire plus », demande « qu'est-ce qui me disperse ». Quand tu te sens pressé, au lieu de demander « qu'est-ce que je dois répondre », demande « à qui profite ma vitesse ». Quand tu te sens humilié, au lieu de demander « comment le remettre à sa place », demande « qu'est-ce que je dois protéger ici, mon ego ou ma position ?» Tu vois le mouvement, tu reprends le centre, tu redeviens un décideur. Je te raconte une histoire simple, mais elle revient souvent. Un garçon gagne mieux sa vie pour la première fois. Il se sent enfin en avance. Il découvre les investissements, les cryptos, les actions, les promesses de rendement. Il s'abonne à tout. Newsletter, vidéos, groupes, analyses. Chaque semaine, une nouvelle certitude. Il ne pense pas, il change d'avis. Il appelle ça « apprendre ». En réalité, il se fait balader par le bruit. Il achète quand ça monte, il vend quand ça baisse, il panique quand un expert crie au danger, il se rassure quand un autre promet le paradis. Résultat, perte, stress, honte silencieuse. Pas parce qu'il est stupide, parce qu'il n'a pas de système de pensée. Il n'a que des stimuli. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il m'a répondu « je voulais être sûr ». Voilà le piège. La surcharge d'informations n'apporte pas la certitude, elle amplifie l'anxiété. Parce que plus tu consommes, plus tu réalises tout ce que tu ne maîtrises pas. Et l'anxiété te pousse à chercher encore plus de contenu. C'est une boucle. Pour en sortir, il a fallu un geste presque insultant par sa simplicité. Réduire ses sources, ralentir ses décisions et écrire. Écrire ce qu'il croit, ce qu'il fait, pourquoi il le fait et à quelles conditions il change d'avis. L'écriture l'a forcé à devenir cohérent. Pas brillant, cohérent. Et la cohérence en finance, en relations, en carrière, vaut souvent plus que la brillance. Une deuxième histoire, plus sociale. Une jeune femme, très intelligente, très sensible, très rapide. Elle lit les gens, elle anticipe, elle devine, et souvent elle se trompe. Pas parce qu'elle manque d'intuition, mais parce qu'elle comble les vides trop vite. Un message froid devient une attaque, un silence devient un rejet, un retard devient un manque de respect. Elle réagit, elle se tend, elle modifie son comportement, elle punit ou elle s'explique. Et peu à peu, les relations deviennent lourdes. Quand on a regardé ensemble, le problème était toujours le même. Elle ne laissait pas le temps aux faits d'apparaître. Elle préférait une interprétation douloureuse à une incertitude neutre, parce que l'incertitude la rendait anxieuse. Ce jour-là, elle a compris un truc majeur. Penser, ce n'est pas remplir. Penser, c'est supporter un vide assez longtemps pour que la réalité se précise. Un esprit dangereux sait attendre. Il ne se précipite pas pour se rassurer. Maintenant, concrètement, à quoi ressemble apprendre à penser au quotidien sans devenir un ascète? D'abord, tu choisis ton alimentation mentale comme tu choisirais ton alimentation physique. Tu peux manger toute la journée et être faible.
Tu peux manger moins et être solide. Ensuite, tu installes une règle. Après chaque contenu important, tu produis quelque chose. Une note, une décision, une hypothèse, une action. Sinon, tu n'as pas appris. Tu t'es diverti en te donnant l'illusion d'être sérieux. Puis, tu travailles ta lenteur. Pas la lenteur molle, la lenteur stratégique. Celle qui te fait poser 3 questions avant une réponse. Celle qui te fait dire « je reviens vers toi » au lieu d'offrir ton tempo au premier message pressé. Celle qui te fait refuser de décider quand ton corps est agité. Ton cerveau pense mieux quand ton système nerveux est calme. C'est bête, mais c'est vrai. Enfin, tu protèges ta capacité à ne pas savoir. C'est une force, peu de gens la supportent. Ils préfèrent avoir tort avec certitude que d'attendre avec lucidité. Toi, tu dois devenir capable de rester quelques heures, parfois quelques jours, sans conclusion finale. Le temps de voir les conséquences, les signaux faibles, les incohérences. Question rare et tu peux la laisser dans l'air. Qu'est-ce que tu consommes chaque jour qui te donne l'impression d'avancer, mais qui en réalité te maintient dans un état d'agitation? Ne réponds pas vite. Tu n'as pas besoin de grands ménages, tu as besoin d'un choix. Le chapitre se termine ici, sans morale et sans finition. Parce que si tu prends vraiment ce principe au sérieux, tu vas commencer à voir le bruit différemment. Et quand tu vois le bruit, tu vois aussi ceux qui s'en servent. Si tu veux un geste discret, presque invisible, pendant 3 jours, choisis une seule source d'information majeure par thème important de ta vie et supprime le reste. Pas pour être ignorant, pour redevenir capable de penser. Après ces 3 jours, observe ton esprit. S'il devient plus calme, ce n'est pas un hasard. C'est le début de ton indépendance mentale. Chapitre 3. La lenteur qui te rend imprévisible. Tu connais cette sensation. Quelqu'un te parle et ton esprit part déjà plus loin. Tu vois le piège, tu vois la fin, tu vois ce qu'il veut dire. Alors tu réponds vite, tu coupes, tu conclus, tu penses gagner du temps. Souvent, tu perds la partie. Parce que la vitesse impressionne, mais elle expose. Et ce que je veux t'apprendre ici n'a rien à voir avec être plus lent par principe. Il s'agit de choisir ton rythme comme une arme. L'idée centrale est simple. Penser vite te donne des réponses, penser lentement te donne de la vision. Quand tu vas trop vite, tu ne vois que ce qui est apparent, le signal le plus fort, l'émotion la plus bruyante, l'opportunité la plus proche, la menace la plus visible. C'est utile pour survivre, pas pour construire. Construire demande autre chose, voir les couches, les intentions, les conséquences, les coups cachés. Et ces choses-là n'apparaissent pas à un esprit en sprint. Elles apparaissent à un esprit qui sait ralentir sans hésiter. Première prise de conscience secondaire. La plupart des erreurs viennent d'une pensée trop rapide, pas trop lente. La décision prise sur un élan, le message envoyé pour mettre les choses au clair, le oui lâché pour ne pas paraître difficile, l'achat fait pour soulager une tension, le choix d'un partenaire parce qu'il fait du bien sur le moment. Sur l'instant, c'est confortable. Mais le confort instantané est souvent une facture différée. J'ai vu des gens perdre de l'argent non par ignorance, mais par précipitation. Ils avaient compris le risque. Ils n'ont juste pas respecté le timing. La différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, souvent, c'est 10 minutes de pause, pas 10 années de savoir. Deuxième prise de conscience secondaire. La vitesse te rend lisible. Et être lisible, c'est être manipulable. Si tu réponds toujours immédiatement, on peut te presser. Si tu te justifies toujours, on peut t'attaquer. Si tu es toujours chaleureux, on peut t'envahir. Si tu es toujours rationnel, on peut te fatiguer jusqu'à ce que tu cèdes. La plupart des gens ne comprennent pas que leur personnalité est devenue une habitude observable. Et une habitude observable devient un levier. La lenteur choisie casse ce levier. Elle crée une friction. Elle oblige l'autre à se dévoiler. Elle l'oblige à attendre. Et quand quelqu'un attend, il montre ce qu'il cherche vraiment. Troisième prise de conscience secondaire. Ralentir, c'est élargir ton champ. Ton cerveau sous stress se rétrécit. Il cherche une sortie. Il veut régler. Il veut conclure. Ralentir, c'est signaler à ton système nerveux, ce n'est pas une urgence. Et quand ton corps se calme, ton esprit retrouve sa précision. C'est pour ça que certaines personnes semblent intelligentes sous pression. Pas parce qu'elles ont plus de capacités, parce qu'elles ont entraîné leur calme. Elles ne confondent pas vitesse et efficacité.
Elles confondent calme et clarté. Je te raconte une histoire très simple. Une négociation. 2 personnes. L'une veut absolument conclure. Elle parle beaucoup. Elle argumente. Elle donne des raisons. Elle vend. L'autre pose 2 questions, puis se tait. Un silence long, pas agressif, juste plein. L'autre se met à combler. Je veux dire, on peut s'arranger. Je peux faire un effort. Ce n'est pas si urgent. En 5 minutes, la personne silencieuse a obtenu plus d'informations que l'autre en 1 heure. Pas parce qu'elle a été brillante, parce qu'elle a laissé le silence travailler. La lenteur ici n'est pas une faiblesse. C'est un test. Elle teste la solidité de l'autre. Elle teste son besoin. Elle teste son contrôle. Et souvent, ceux qui insistent trop vite révèlent qu'ils ont quelque chose à perdre. Une autre histoire, plus personnelle. Un homme est en couple. Il reçoit un message froid. 3 mots. Il sent le vieux réflexe monter. Interpréter, conclure, attaquer ou se défendre. Pendant des années, il aurait répondu immédiatement. Cette fois, il ne répond pas. Il attend. Il observe ce qui se passe en lui. L'envie de réparer, l'envie de punir, la peur d'être rejeté. Il voit l'enfant intérieur qui veut une preuve. Il ne le juge pas, il le regarde. Puis, il fait un geste simple. Il sort marcher 20 minutes. Quand il revient, son corps est plus calme. Son esprit est plus clair. Il répond avec une phrase courte, neutre, ouverte. Rien de plus. Le lendemain, il apprend que l'autre était juste épuisé. S'il avait réagi, il aurait créé un conflit inutile. Il aurait abîmé la relation pour une projection. Cette scène est banale, mais elle contient une vérité. Le contrôle de ton rythme protège ton monde. La plupart des drames modernes sont des drames de timing, pas des drames de fond. Qu'est-ce que tu dois faire, concrètement, pour développer cette lenteur stratégique? Pas méditer en général, pas respirer comme un slogan, des règles, des gestes. D'abord, la règle des 10 minutes. Toute réaction émotionnelle importante doit attendre 10 minutes avant d'être exprimée. 10 minutes suffisent souvent à faire retomber le poison. Et si 10 minutes ne suffisent pas, tu attends 1 heure. Ensuite, la règle de la 2e lecture. Avant de répondre à un message qui te pique, tu le relis une seconde fois en supposant l'intention la plus neutre possible. Pas la plus gentille, la plus neutre. Ça évite de répondre à des fantômes. Puis, la règle du « je reviens vers toi ». Tu l'utilises plus souvent que tu ne le crois nécessaire, parce qu'elle te rend imprévisible, dans le bon sens. Tu ne donnes pas ton tempo, tu le gardes. Enfin, la règle du corps. Si ton corps est agité, tu ne décides pas. Tu peux discuter, écouter, prendre des notes, mais tu ne tranches pas. Un corps agité rend l'esprit myope. Un corps calme rend l'esprit large. Tu veux être dangereusement intelligent? Deviens dangereux pour l'urgence. Refuse de laisser l'urgence décider à ta place. Ça va frustrer des gens. C'est normal. Certains vivent en se nourrissant de la réactivité des autres. Quand tu ralentis, tu casses leur accès à toi. Et là, tu verras qui tu avais en face. Une question rare, qui n'a pas besoin de réponse immédiate. À quel moment de ta vie, ta vitesse t'a coûté quelque chose, mais tu as appelé ça être efficace? Tu as probablement un exemple, peut-être plusieurs. Ce chapitre se termine sans conclusion, parce que c'est un entraînement, pas une idée. La lenteur stratégique ne s'explique pas, elle se pratique. Si tu veux un geste discret, fais-le dès aujourd'hui. Choisis une seule situation où tu réponds toujours trop vite, un message, une demande, une provocation, une opportunité, et impose-toi un délai. Pas pour jouer, pour reprendre ton rythme. Ensuite, observe. Qui insiste? Qui respecte? Qui se dévoile? Qui se calme? Dans ces réactions, tu vas apprendre plus sur le monde que dans la plupart des contenus que tu consommes. Et surtout, tu vas sentir cette chose rare. Ton esprit ne court plus. Il marche. Et quand il marche, il voit tout. Chapitre 4. Voir les gens sans les excuser. Il y a un moment où tu comprends que tu n'étais pas naïf par manque d'intelligence. Tu étais naïf par morale. Tu voulais croire que les autres fonctionnent comme toi.
Tu voulais croire que les intentions sont propres, que les mots ont un poids, que la loyauté est automatique, que l'effort est reconnu. Et chaque fois que la réalité te contredisait, tu trouvais une explication qui te permettait de rester bon. Tu appelais ça maturité. C'était surtout une manière de ne pas regarder la structure humaine en face. L'idée centrale de ce chapitre est simple. La clarté sociale exige une forme de lucidité froide, pas cynique, froide. La différence, c'est que le cynique méprise, le lucide observe. La lucidité ne t'oblige pas à manipuler, elle t'empêche d'être manipulé. Être dangereusement intelligent, c'est comprendre les gens assez bien pour ne plus être surpris par eux. Et ça commence par une chose qui fait mal. Arrêter d'expliquer les comportements à la place des autres. Première prise de conscience secondaire. La plupart des gens ne mentent pas comme dans les films. Ils se contredisent, ils oublient, ils changent la version, ils déplacent le cadre. Et toi, si tu es intelligent et empathique, tu complètes les trous, tu rationalises pour eux. Tu dis, il est stressé, il n'a pas voulu mal faire, il ne se rend pas compte. Peut-être. Mais observe une règle simple. L'intention ne change pas l'impact et l'ignorance ne supprime pas le pattern. Ce qui compte, ce n'est pas l'histoire qu'il raconte, c'est ce qu'il répète. La répétition est la vérité. Deuxième prise de conscience secondaire. L'empathie devient un piège quand elle n'a pas de frontières. Comprendre quelqu'un, c'est une compétence. Lui donner accès à toi, c'est une décision. Beaucoup confondent les deux. Ils comprennent, donc ils pardonnent. Ils pardonnent, donc ils tolèrent. Ils tolèrent, donc ils s'adaptent. Et un jour, ils se retrouvent à vivre dans un système construit autour des faiblesses des autres. Tu peux comprendre les blessures d'une personne et refuser sa manière de te traiter. Ce refus n'est pas de la dureté, c'est de l'hygiène. Troisième prise de conscience secondaire. Les gens testent, même sans en avoir conscience. Ils testent tes limites, ton besoin d'être apprécié, ta capacité à dire non, ta tolérance à l'incohérence. Pas toujours pour nuire, souvent parce que c'est comme ça qu'ils se situent. Et chaque test auquel tu réponds par la peur, la justification ou la compensation devient une information. Il est déplaçable. C'est là que les rapports se fixent, très tôt, par de petites scènes, pas par de grandes discussions. Je te donne une scène de travail, classique. Une personne te demande un service, tu dis oui. Puis ça devient 2 services. Puis c'est « tu peux le faire vite ». Puis c'est « j'ai vraiment besoin de toi ». Si tu es bon, tu le fais. Et un jour, tu demandes quelque chose en retour. Silence, ou excuse, ou promesse. Là, tu comprends. Ce n'était pas une relation, c'était une extraction. Et tu as participé parce que tu voulais être perçu comme fiable. Ce n'est pas une honte, c'est juste une leçon. La fiabilité sans cadre attire les demandeurs sans scrupules. La fiabilité avec cadre attire le respect. Une autre scène, relationnelle. Quelqu'un disparaît quand tu as besoin, puis revient quand il a besoin. Il te parle de périodes difficiles. Toi, tu comprends, tu es humain, tu accordes. Puis ça recommence. Tu appelles ça compassion. Mais si tu regardes froidement, tu es devenu une ressource disponible, pas une présence considérée. La lucidité ici ne demande pas de l'égoïsme, elle demande une règle. La réciprocité n'est pas un bonus, c'est un minimum. Sans réciprocité, tu n'es pas dans un lien, tu es dans un rôle, et les rôles fatiguent. Le cœur de ce chapitre, c'est apprendre à lire 3 choses, toujours. D'abord, la cohérence. Est-ce que les paroles et les actes s'alignent? Ensuite, le coût. Est-ce que cette personne paye un prix quand elle te manque de respect, ou est-ce que tout est gratuit? Enfin, le timing. Est-ce qu'elle apparaît quand ça lui sert, ou est-ce qu'elle est stable? Les gens peuvent être charmants, drôles, brillants, mais s'ils sont incohérents, sans coût et opportunistes dans le timing, tu sais déjà ce que ça donnera sur le long terme. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas le laisser te gouverner. Tu peux apprécier quelqu'un et lui refuser l'accès à ta décision. Une compétence qui change tout. Comprendre sans absorber. Tu observes la psychologie sans l'avaler. Par exemple, quand quelqu'un te fait une remarque passive-agressive. Avant, tu aurais répondu au contenu, tu aurais argumenté, tu aurais essayé d'être juste. Maintenant, tu peux voir la manœuvre. Il cherche une réaction. Alors tu ne réagis pas comme une cible. Tu réponds court, neutre, ou tu ne réponds pas. Tu laisses le test retomber. Et tu notes. Tu notes que cette personne teste. Tu ne la condamnes pas. Tu l'enregistres. Parce que le monde est plein de gens qui vivent par petits coups. Pas assez pour être des méchants, juste assez pour prendre l'avantage. La lucidité, c'est de ne pas être surpris par ces coups. Je te raconte une histoire, sobre.
J'avais un ami, intelligent, généreux, un peu trop fier de sa loyauté. Il aidait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas. Dès que j'ai un problème, je suis seul. » Il pensait vivre une malchance. En réalité, il avait construit un système où sa présence était acquise. Ses amis n'avaient jamais appris à lui rendre. Ils avaient appris à recevoir. Quand il a arrêté de donner, certains ont disparu. Pas parce qu'ils le haïssaient, parce que la relation n'avait pas de base autre que l'utilité. Ça l'a blessé, mais ça l'a libéré, parce qu'à partir de là, il a arrêté de confondre proximité et qualité. Il a remplacé le mot « ami » par le mot « structure ». Qui est stable, qui est réciproque, qui est cohérent, qui respecte mes limites sans que je doive les hurler. Ça a changé sa vie. Et surtout, ça a changé son esprit. Il a cessé d'inventer des excuses pour protéger une illusion. Maintenant, une question, rare, parce qu'elle fait du bruit à l'intérieur. Quelle personne dans ta vie te coûte plus d'énergie qu'elle ne t'en apporte, mais tu continues à l'appeler compassion? Tu n'es pas obligé d'y répondre maintenant, juste de sentir ce que ça fait. Ce chapitre ne se termine pas par une morale, mais par une tension calme. Si tu deviens lucide, tu vas devoir faire des choix. Pas demain, pas en grand discours, en micro-décisions. Répondre moins, donner moins, expliquer moins, te justifier moins, protéger plus. Et tu verras quelque chose d'inconfortable. Certains ne t'aimaient pas, ils aimaient l'accès qu'ils avaient à toi. Quand tu retires l'accès, tu vois la vérité. Si tu veux un geste discret, pas héroïque, pendant une semaine, arrête de sauver les autres de leurs propres conséquences. Ne corrige pas, ne rattrape pas, ne compense pas. Observe ce qui se passe. Qui devient responsable? Qui devient agressif? Qui devient absent? Ce que tu verras là, c'est de l'intelligence sociale en temps réel. Et c'est là que ton esprit commencera à se durcir juste ce qu'il faut pour rester propre. Chapitre 5. L'avantage invisible. Tu as déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent chanceuses. Elles croisent les bonnes opportunités, elles rencontrent les bonnes personnes, elles arrivent au bon moment. Et toi, quand tu les regardes de près, tu comprends que ce n'est pas de la chance, c'est une structure. Elles voient avant les autres, elles préparent avant les autres, elles se positionnent avant les autres. Et quand le moment arrive, elles ont l'air naturellement en avance. L'idée centrale de ce chapitre est simple. L'intelligence dangereuse n'est pas seulement une lucidité, c'est une capacité à se placer, pas à courir, à se placer. La plupart des gens vivent en réaction. Ils attendent que la situation soit claire, puis ils agissent. Mais quand une situation est claire, elle est déjà chère, déjà prise, déjà saturée. L'avantage se construit dans le flou, quand les autres hésitent, quand l'information est incomplète, quand l'ambiance est confuse. C'est là que tu dois apprendre à opérer. Première prise de conscience secondaire, l'anticipation vaut plus que l'exécution. On t'a vendu l'idée que travailler dur suffit. Travailler dur est nécessaire, mais ce n'est pas le facteur rare. Le facteur rare, c'est travailler au bon endroit avant que tout le monde se jette dessus. Deux personnes peuvent travailler autant, l'une sur un axe qui va croître, l'autre sur un axe qui stagne. Au bout de 2 ans, l'une paraît brillante, l'autre paraît moyenne. La différence n'était pas le talent, c'était le choix du terrain. Et choisir le terrain demande une forme de pensée que peu entraîne. Lire les tendances, lire les comportements, lire la direction des marchés, lire la psychologie collective. Deuxième prise de conscience secondaire. La plupart des opportunités ne ressemblent pas à des opportunités. Elles ressemblent à du travail ennuyeux, à une conversation anodine, à une compétence obscure, à une niche trop petite, à une décision que personne ne veut prendre. L'intelligence dangereuse, c'est reconnaître le potentiel là où l'ego ne voit rien. L'ego veut du prestige immédiat. Le stratège veut un levier. Et les leviers se cachent souvent dans ce que les autres ignorent. Troisième prise de conscience secondaire, le placement, c'est aussi social. Beaucoup perdent parce qu'ils se placent mal dans les relations. Ils donnent trop tôt, ils parlent trop vite, ils se rendent accessibles à tout le monde, ils laissent entrer n'importe qui dans leur plan. Ils confondent être sympa avec être respecté. Or, le respect n'est pas un sentiment, c'est une conséquence. Et tu fabriques cette conséquence par ton placement. Où tu te montres, à qui tu réponds, quand tu te retires, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu laisses flou. Je te raconte une histoire simple, business, sans spectacle. Un homme veut gagner plus, il travaille plus, il multiplie les tâches, il s'épuise. Il se plaint que le système ne récompense pas.
En face, un autre homme, pas forcément plus brillant, choisit un autre angle. Il se rend utile à des gens qui ont déjà de l'argent, pas en les suppliant, en résolvant un problème précis qu'ils ont et que peu savent résoudre. Il ne travaille pas plus, il travaille plus près de la valeur. Il ne vend pas du temps, il vend une solution rare. En un an, il change de niveau. Pas parce qu'il est un génie, parce qu'il a compris que le placement détermine le prix. Là où tu te places, décide combien tu vaux. Et ce placement n'est pas seulement professionnel, il est mental. Est-ce que tu passes ton temps à réagir à l'actualité ou à construire une compétence qui comptera encore dans 5 ans? Est-ce que tu passes tes soirées à vider ton cerveau ou à le nourrir de choses qui le renforcent? Est-ce que tu dépenses pour paraître ou pour te libérer? Ces micro-placements s'additionnent. C'est comme ça que des vies divergent. Une autre histoire, relationnelle. Une femme rencontre un homme charismatique. Très vite, il occupe l'espace. Il parle, il promet, il donne l'impression d'un futur. Elle est fascinée. Elle se place en réponse. Elle adapte son rythme, elle accepte des incohérences parce qu'elle ne veut pas ruiner quelque chose. Résultat, elle devient une variable. Il devient la constante. Et dans un système relationnel, celui qui est constant a le pouvoir. Pas par domination, par inertie. Quand elle a compris, elle n'a pas fait une scène, elle a changé son placement. Elle a ralenti, elle a arrêté de se rendre disponible, elle a cessé de combler les vides. Et l'homme, soudain, a dû révéler ce qu'il cherchait vraiment. Un lien ou une prise. Le placement révèle. Toujours. Tu veux un avantage invisible? Arrête de te placer là où ton effort est dilué. Arrête de te placer là où ton attention est exploitée. Arrête de te placer là où ton oui est attendu. Commence à te placer là où ta présence a un coût. Là où ton absence se remarque. Là où ta compétence est rare. Là où tes standards sont nets. Tu n'as pas besoin d'être arrogant. Tu as besoin d'être sélectif. Une règle très concrète, ne poursuis pas ce qui ne te poursuit pas. Dans le travail, dans les relations, dans les opportunités. La poursuite te met en position basse. Elle te rend dépendant. Ça ne veut pas dire ne rien vouloir. Ça veut dire construire une valeur qui attire plutôt que mendier une validation qui fuit. Une autre règle, choisis tes points d'entrée. Un point d'entrée, c'est la manière dont tu rentres dans un système. Dans une entreprise, tu peux entrer comme exécutant généraliste ou comme spécialiste rare. Dans un réseau, tu peux entrer comme suiveur ou comme apporteur de valeur. Dans une relation, tu peux entrer comme disponible ou comme choisi. Ton point d'entrée crée un rapport de force implicite. Et ce rapport de force te suit longtemps. Beaucoup essaient de rattraper ensuite. C'est difficile. Le placement initial est un levier énorme. Je te laisse une question qui crée souvent un silence. Dans quel domaine de ta vie es-tu en train de te placer en dessous de ta valeur, juste pour être accepté, inclus ou rassuré? Tu le sais. Et ce savoir t'irrite, parce qu'il implique une décision. Ce chapitre se termine sans conclure, parce que la suite dépend de ce que tu vas faire avec cette idée. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Dans les prochains jours, tu vas voir des occasions minuscules de te repositionner. Un message auquel tu n'as pas à répondre tout de suite. Une demande à laquelle tu peux dire non calmement. Un projet où tu peux exiger des conditions claires. Une dépense que tu peux refuser parce qu'elle n'est qu'un costume. Si tu veux un geste discret, fais-le. Choisis un seul endroit où tu t'es placé trop bas et remonte d'un cran. Un seul cran. Pas une révolution. Juste un ajustement net. Observe ensuite le monde autour de toi. Les gens et les systèmes réagissent toujours à un changement de placement. Et dans ces réactions, tu verras apparaître quelque chose de précieux. Ton avantage invisible. Chapitre 6. L'ego est une fuite. Tu as déjà senti ce besoin de répondre, pas pour clarifier, mais pour ne pas te sentir inférieur. Ce besoin de prouver, de corriger, de remettre quelqu'un à sa place, d'avoir le dernier mot. Sur le moment, ça ressemble à de la force. En réalité, c'est souvent une fuite loin de l'inconfort, une fuite loin de la nuance, une fuite loin du silence qui te forcerait à te regarder. L'idée centrale de ce chapitre est simple. L'ego n'est pas ton identité, c'est ton réflexe de protection. Et si tu ne le maîtrises pas, il devient ton saboteur le plus fiable. Parce que l'ego ne cherche pas la vérité, il cherche la supériorité. Et la supériorité est une drogue. Elle te donne une sensation immédiate et elle te coûte cher, lentement. Première prise de conscience secondaire. L'ego te fait confondre avoir raison
et être efficace. Beaucoup perdent des opportunités parce qu'ils ne supportent pas de laisser passer une erreur, un mot maladroit, une petite injustice. Ils corrigent, ils recadrent, ils argumentent, ils veulent mettre les choses au clair. Résultat, tension, résistance, réputation de personnes difficiles, portes qui se ferment. Et parfois, ils ont raison sur le fond, mais ils perdent sur la trajectoire. L'intelligence dangereuse sait choisir ses batailles, pas par lâcheté, par précision. Le but n'est pas d'avoir raison, le but est de garder une position favorable. Deuxième prise de conscience secondaire. L'ego parle quand l'esprit est incertain. Plus tu es fragile intérieurement, plus tu as besoin d'extérieur qui confirme ta valeur. Alors tu cherches des micro-victoires, un commentaire qui humilie, une réponse brillante, un sarcasme, une correction publique, une performance. Ça te donne l'impression d'être solide, mais c'est un thermomètre inversé. Plus tu as besoin de briller, plus tu es en train de compenser. Un esprit réellement solide n'a pas besoin d'être reconnu en permanence. Il travaille, il observe, il avance, il laisse le résultat parler. Troisième prise de conscience secondaire. L'ego adore la vitesse. Il répond vite parce qu'il ne supporte pas d'attendre. Il conclut vite parce qu'il a peur du flou. Il juge vite parce qu'il veut se sentir au-dessus. Or, le flou est un terrain de stratégie. Attendre est un acte de pouvoir. Ne pas juger trop vite est une forme de liberté. Mais l'ego ne veut pas être libre, il veut être supérieur. Et la supériorité est une prison, parce qu'elle t'oblige à défendre ton image tout le temps. Je te raconte une histoire simple. Un homme au travail a un collègue qui le pique régulièrement. Petite remarque, sous-entendu, blague. Il se sent attaqué. Il répond, il remet, il gagne chaque échange verbal. Et pourtant, 6 mois plus tard, il stagne. Son collègue, lui, avance. Pourquoi? Parce que le collègue a utilisé ses échanges comme un écran. Pendant que l'autre consommait son énergie à gagner, lui construisait des alliances, prenait des dossiers stratégiques, se rendait indispensable. Le premier a gagné des conversations, le second a gagné du terrain. L'ego du premier l'a rendu prévisible. On savait comment le déclencher, on savait comment le fatiguer. On savait comment le détourner. Et détourner quelqu'un, c'est déjà le contrôler. Une autre histoire, plus intime. Une personne te quitte ou te refroidit. Tu te sens humilié. Alors tu veux la punir. Message sec, retrait abrupt, phrase définitive. Tu veux retrouver une sensation de contrôle. Mais ce contrôle est faux. C'est une réaction. Ce que tu fais, au fond, c'est protéger ton ego en sacrifiant une position. Tu perds l'information. Tu perds la possibilité de comprendre. Tu perds la capacité de te comporter avec calme. Tu t'offres une victoire émotionnelle et tu paies avec ta stabilité. L'intelligence dangereuse, ici, ne te dit pas de rester. Elle te dit de partir, sans théâtre. De rester maître de ton geste. Parce que la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un d'égoïste, c'est la qualité de sa sortie. Un ego blessé sort en claquant la porte. Un esprit maître sort en silence. Et le silence laisse un vide qui parle plus fort que tous les discours. Maintenant, comment on maîtrise ça, concrètement, sans tomber dans le cliché? Tu dois apprendre à reconnaître le goût de l'ego. Il a un pouls spécifique. Urgence de répondre, envie de prouver, besoin de corriger, fantasme de domination, obsession de l'image. Quand tu sens ce goût, tu dois créer une pause. Pas pour être sage, pour redevenir stratégique. Une règle utile. Si tu as envie d'envoyer un message pour remettre les choses à leur place, attends. Écris-le, mais n'envoie pas. Relis-le 1 heure plus tard. La plupart du temps, tu verras que ce n'était pas une nécessité, c'était une décharge. Deuxième règle. Ne corrige personne en public si l'enjeu n'est pas critique. Corriger en public, c'est nourrir ton ego et créer un ennemi. Corriger en privé, c'est garder une relation et augmenter ta crédibilité. Troisième règle. Choisis une phrase simple pour éviter l'argument. Quelque chose comme « je note » ou « je comprends » ou « on en reparle ». Tu coupes le carburant du duel, tu refuses la scène.
L'ego déteste ça, parce qu'il voulait un ring. Toi, tu refuses le ring. C'est là que tu deviens difficile à manipuler. Une autre compétence. Accepter d'être sous-estimé un moment. C'est un poison pour l'ego, mais c'est un cadeau stratégique. Quand les gens te sous-estiment, ils se dévoilent, ils prennent des risques, ils parlent trop, ils se montrent. Et toi, tu apprends, tu construis, tu t'entraînes. Beaucoup veulent être reconnus trop tôt. Ils brûlent leur énergie à se faire voir. Les plus dangereux se construisent puis apparaissent quand ils sont déjà solides. Je te laisse une question, et elle peut rester sans réponse. Dans ta vie, où est-ce que tu te bats pour l'image, au lieu de te battre pour la position? Tu peux le voir dans ton travail, dans tes relations, dans tes achats, dans tes débats. L'ego te fait acheter des symboles, la position te fait acheter de la liberté. L'ego te fait parler, la position te fait écouter. L'ego te fait réagir, la position te fait choisir. Ce chapitre s'arrête ici sans conclure, parce que ce sujet ne se résout pas. Il se pratique. Et tu vas être testé. Quelqu'un va te provoquer. Quelqu'un va te sous-estimer. Quelqu'un va te parler comme si tu devais te défendre. Et tu auras une occasion rare. Ne pas nourrir ton ego. Protéger ta trajectoire. Si tu veux un geste discret, pendant une semaine, dans chaque conversation importante, impose-toi une règle simple. Ne réponds pas à la première provocation. Laisse une seconde passer, une seule, et choisis ensuite. Cette seconde, répétée, devient ton pouvoir. Et plus tu y arrives, plus tu vas sentir quelque chose de nouveau. Tu n'as plus besoin de gagner chaque échange, tu as juste besoin de ne plus perdre ton centre. Chapitre 7. L'intelligence ne se montre pas, elle se prouve. Tu veux être respecté, pas admiré, respecté, ce qui est différent. L'admiration peut être un spectacle. Le respect, lui, est une contrainte que les autres s'imposent en ta présence. Et si tu es honnête, tu as déjà senti la frustration. Tu sais que tu es capable, tu vois clair, tu comprends vite, et pourtant, on ne te traite pas toujours comme quelqu'un qu'on ne peut pas déplacer. Ça n'a rien de magique, c'est une mécanique sociale. Et l'idée centrale de ce chapitre est simple, le respect ne se demande pas, il se construit par des preuves répétées, silencieuses et souvent inconfortables. Beaucoup pensent que le respect vient de l'intelligence affichée, parler bien, être cultivé, avoir raison, expliquer, argumenter. C'est faux. La plupart des gens ne respectent pas la vérité, ils respectent la solidité. Ils respectent celui qui tient sa ligne, celui qui finit, celui qui ne se contredit pas, celui qui n'a pas besoin d'être validé. Ils respectent quelqu'un quand ils sentent que le prix d'un manque de respect existe, pas forcément une punition, un coup, une conséquence, une distance, une fin de conversation, un non tranquille. Première prise de conscience secondaire, ton intelligence peut te desservir si elle devient une défense. Beaucoup d'esprits rapides utilisent la parole pour contrôler l'image qu'ils donnent. Ils expliquent trop, ils se justifient pour paraître raisonnables, ils anticipent les critiques, ils argumentent avant même qu'on les attaque, ils pensent qu'ils gèrent. En réalité, ils signalent une fragilité. J'ai besoin que tu comprennes. Or, le monde ne respecte pas ce besoin, il l'exploite. Plus tu as besoin d'être compris, plus on peut te coincer dans des discussions interminables, te fatiguer, te faire douter, te pousser à te contredire. L'esprit dangereux sait quand il ne doit pas parler, pas parce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il refuse de transformer sa position en débat. Deuxième prise de conscience secondaire, la crédibilité se construit par l'exécution visible, pas par l'intention. Beaucoup vivent dans l'intention, ils promettent, ils parlent du futur, ils disent ce qu'ils vont faire. Ils parlent comme si leur potentiel était déjà un fait. Le monde, lui, attend un signal simple. Est-ce que tu fais? Est-ce que tu finis? Est-ce que tu répètes? Est-ce que tu tiens sur la durée? Le respect, c'est la perception que tu es fiable même quand personne ne te regarde. C'est pour ça que certains, sans être plus brillants, montent plus vite. Ils sont constants. Ils font moins, mais ils le font toujours. Troisième prise de conscience secondaire, la preuve la plus forte de pouvoir, c'est la capacité à ne pas se vendre.
Je vais être clair. Quand tu cherches trop à être aimé, tu baisses ton prix. Quand tu cherches trop à être validé, tu t'offres. Quand tu cherches trop à convaincre, tu deviens un vendeur. Et un vendeur n'est pas respecté, il est utilisé. L'intelligence dangereuse, c'est dire « voilà ce que je fais, voilà mes conditions, voilà mes limites », sans agressivité, sans justification, et elle laisse l'autre choisir. Ça semble dur, c'est simplement propre. Je te raconte une histoire professionnelle, sobre. Un homme talentueux, mais trop disponible. Il répond vite, il rend service, il rattrape les erreurs des autres, il croit bâtir une réputation, il bâtit une habitude, il absorbe. Un jour, il demande une augmentation. Son manager lui dit « on verra plus tard ». Il insiste, il argumente, il montre ses résultats. Rien. Quelques semaines plus tard, un collègue moins compétent demande la même chose. Il n'argumente pas. Il dit calmement « je change de mission ou je pars ». 2 semaines après, il obtient. Pourquoi? Parce que le premier a prouvé qu'il resterait même sans reconnaissance. Le second a prouvé qu'il avait une ligne. Le respect, souvent, suit la ligne, pas la gentillesse, pas l'effort, la ligne. Et une ligne ne se négocie pas en mots, elle se prouve en actes. Une autre histoire, relationnelle. Une personne te traite bien, puis mal, puis bien, puis mal. Et toi, tu restes parce que tu veux être mature. Tu veux comprendre. Tu veux donner une chance. Tu analyses. Tu parles. Tu proposes de communiquer. Tu t'exposes. Tu deviens pédagogique. Tu t'abîmes. Un jour, tu te réveilles et tu comprends. Tu as transformé ton amour en argument. Et personne ne respecte un argument. Ce qui aurait été respecté, c'est une limite posée tôt. Je ne reste pas dans l'incohérence. Une seule phrase, puis une action. Le respect dans une relation se construit exactement comme ailleurs. Cohérence, conséquence, constance. Pas discours, pas explication, pas espoir. Maintenant, comment tu fabriques ce respect sans devenir dur ou théâtral? Tu dois apprendre à produire des preuves. Pas des promesses, des preuves. Une preuve, c'est un comportement répété qui ne dépend pas de l'humeur. Par exemple, tu réponds moins vite, mais tu réponds toujours quand c'est important. Tu dis non sans t'excuser. Tu termines ce que tu commences. Tu arrives préparé. Tu tiens un standard. Tu ne changes pas ta position au premier inconfort. Et surtout, tu ne compenses plus pour les autres. Chaque fois que tu compenses, tu envoies un message. Le système peut fonctionner sans toi, et avec toi en plus. Tu deviens une béquille. Les béquilles ne sont pas respectées, elles sont utilisées. Une règle concrète. Si quelqu'un te manque de respect, ne réponds pas au manque de respect. Réponds au cadre. Par exemple, au travail, au lieu de te défendre, tu dis « je traite ça quand le ton est correct » et tu reviens au sujet. Dans une relation, au lieu d'argumenter, tu dis « je ne continue pas cette conversation comme ça » et tu t'arrêtes. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de gagner. Tu dois juste montrer que le prix existe. Et si la personne insiste, tu augmentes le prix. Distance, retrait, fin. Sans colère, sans drame. Le drame nourrit l'ego. Le calme nourrit le respect. Un autre angle. Le respect de soi se voit dans ta gestion du temps. Si tu offres ton temps comme s'il n'avait pas de valeur, personne ne le valorisera. Si tu annules tes priorités pour des urgences qui ne sont pas les tiennes, tu te déclares second. Et si tu te déclares second, le monde te traitera comme tel. Ta valeur perçue monte quand ton temps est clair, protégé, rare. Ce n'est pas une posture, c'est une structure. Une question, et elle peut rester ouverte. Où est-ce que tu attends du respect alors que tu n'as pas encore posé de preuve? Pas de preuve verbale, une preuve comportementale. Par exemple, tu veux qu'on te respecte, mais tu te justifies. Tu veux qu'on te respecte, mais tu dis oui quand tu veux dire non. Tu veux qu'on te respecte, mais tu restes dans l'incohérence. Le respect n'arrive pas par désir, il arrive par alignement. Ce chapitre s'arrête ici, sans conclusion, parce que la suite se joue dans tes choix quotidiens. Et tu vas être testé. Quelqu'un va te parler comme si tu devais te défendre. Quelqu'un va te demander quelque chose qui te coûte. Quelqu'un va te proposer une urgence. Tu auras une occasion. Prouver, sans bruit,
que tu as une ligne. Si tu veux un geste discret, pendant une semaine, fais une chose simple. Chaque fois que tu es tenté de te justifier, remplace ta justification par une phrase courte, factuelle. Puis tais-toi. Laisse le silence faire le reste. Tu vas sentir un inconfort au début, puis tu vas sentir autre chose. Le respect se met en place tout seul, comme une gravité. Parce que l'intelligence que tu cherches n'est pas celle qui brille, c'est celle qui tient. Chapitre 8. La parole est une fuite. Tu as déjà parlé alors que tu n'avais rien de plus à dire? Pas pour informer, pour te rassurer, pour remplir, pour éviter ce moment où l'autre pourrait penser quelque chose de toi sans que tu contrôles. La plupart des gens ne parlent pas parce qu'ils ont une pensée claire, ils parlent parce que le silence leur fait peur. Et c'est précisément pour ça que le silence devient un avantage énorme. L'idée centrale de ce chapitre est simple. Dans un monde qui parle trop, celui qui choisit ses mots contrôle le rythme, l'image et souvent l'issue. Pas par domination, par économie. La parole est une dépense, le silence est un capital. Première prise de conscience secondaire. Plus tu parles, plus tu te rends lisible. Tu donnes tes angles, tes croyances, tes émotions, tes intentions. Les gens n'ont même pas besoin d'être malveillants pour s'en servir. Ils s'ajustent, ils prennent la température, ils te classent. Et une fois classé, tu deviens prévisible. C'est comme ça qu'on te gère. Par contre, quand tu parles peu, tu laisses un vide. Et dans ce vide, les autres se dévoilent. Ils remplissent, ils justifient, ils expliquent, ils en disent trop. Et toi, tu récoltes. Ce n'est pas une manipulation, c'est un principe humain. Le silence oblige à se montrer. Deuxième prise de conscience secondaire. La parole amplifie l'émotion. Tu l'as peut-être vécu. Tu es agacé, tu commences à parler, et plus tu parles, plus tu t'énerves. Tu t'entends et tu montes. La parole crée une escalade interne. Le silence, lui, coupe l'escalade. Il permet à l'émotion de passer sans fabriquer une histoire autour. Beaucoup de conflits n'existent que parce qu'ils ont été racontés trop vite. L'intelligence dangereuse sait laisser une émotion traverser sans la convertir en discours. Troisième prise de conscience secondaire. Plus tu expliques, moins tu inspires confiance. C'est contre-intuitif, mais vrai. Une personne sûre d'elle parle simplement. Une personne anxieuse multiplie les précisions. Elle veut empêcher les malentendus. Elle veut paraître juste. Elle veut être irréprochable. Et elle crée l'effet inverse. Elle semble hésitante, défensive, négociable. L'important n'est pas d'être compris par tout le monde. L'important est d'être clair et cohérent. Je te donne une scène de travail. Réunion. Quelqu'un critique ton idée. Pas violemment, juste un doute. Ton réflexe, te défendre, montrer que tu as pensé, donner 3 arguments, 2 exemples, une justification. Tu veux rassurer. Le problème, c'est que tu viens de te mettre en position de plaideur. L'autre devient juge, et même si tu as raison, tu as déjà perdu quelque chose, ton statut. Une autre option existe. Une phrase courte, puis silence. C'est une hypothèse. Voilà le test. On verra les résultats. Tu ne te bats pas pour l'approbation. Tu proposes un cadre de réalité. Et tu arrêtes. La personne qui parle peu oblige l'autre à choisir. Soit il apporte du concret, soit il s'épuise en opinion. La plupart s'épuisent, et l'épuisement verbal est une faiblesse. Une scène relationnelle. Quelqu'un te reproche quelque chose de manière vague. T'es distant en ce moment. Si tu es émotionnel, tu expliques, tu listes, tu justifies, tu promets, tu te vides. Et souvent, ça n'apaise pas, parce que le reproche n'était pas une demande de clarté, c'était une demande de contrôle. Quand tu te justifies, tu donnes le contrôle. Une réponse dangereusement intelligente, ce n'est pas d'être froid, c'est d'être précis. Je suis concentré sur X. Si tu as besoin de quelque chose de spécifique, dis-le. Et tu t'arrêtes. Tu refuses de danser autour du vague. Tu obliges l'autre à devenir concret. Et quand l'autre devient concret, le pouvoir émotionnel diminue. Beaucoup de gens vivent dans le vague parce que le vague leur donne un levier, le concret les expose. Maintenant, le silence ne suffit pas. Il faut le bon silence. Il y a un silence faible, celui qui subit, celui qui a peur, celui qui s'éteint. Et il y a un silence fort, celui qui observe, celui qui choisit, celui qui ne se précipite pas. La différence se sent. Un silence fort n'est pas crispé, il est stable, il ne fuit pas le regard, il ne cherche pas une sortie, il laisse le monde faire son mouvement. Et ce mouvement révèle.
Je te raconte une histoire sobre. J'ai vu un homme se faire pousser hors d'un projet important. Pas par appât direct, par bavardage. Il parlait trop, il donnait trop de détails. Il partageait trop tôt ses doutes, ses hésitations, ses scénarios. Les autres, eux, parlaient peu. Ils prenaient ses mots, les résumaient, les simplifiaient, puis le présentaient comme quelqu'un d'incertain. Il a perdu de la crédibilité non parce qu'il était incompétent, mais parce qu'il avait rendu son esprit public. Quand ton esprit est public, il est exploitable. La parole te rend exploitable. Pas toujours, mais souvent. L'intelligence dangereuse apprend à garder une partie de son esprit privé, pas par paranoïa, par discipline. Concrètement, tu dois construire une règle. Parler en dernier sur ce qui compte. Pas toujours, mais souvent. Laisse les autres se positionner d'abord. Laisse-les révéler leurs intérêts, leurs peurs, leurs objectifs. Ensuite, tu parles. Court, clair, utile. Deuxième règle. Ne réponds pas aux provocations avec des mots. Réponds avec des cadres. Je ne traite pas ça comme ça. On revient au sujet. Je te répondrai demain. Troisième règle. Ne t'explique pas à quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre. Une seule fois. Si ça tourne en rond, tu arrêtes. L'intelligence dangereuse sait arrêter une conversation. C'est rare. Et ce qui est rare impose naturellement un respect. Une question, et elle est simple, dans ta vie, où est-ce que tu parles trop pour compenser une absence de cadre? Tu expliques parce que tu n'as pas posé une limite, tu argumentes parce que tu n'as pas décidé, tu détailles parce que tu n'assumes pas un non, tu t'étales parce que tu veux être aimé. Là où tu as un cadre, tu n'as pas besoin de parole. Ce chapitre s'arrête sans conclusion, parce que le silence est une pratique. Tu vas le tester, tu vas sentir l'inconfort. Le monde adore les gens qui parlent trop parce qu'ils se livrent. Mais si tu tiens, tu vas découvrir quelque chose. Quand tu retires tes mots, tu récupères ton énergie. Tu récupères ta position. Tu récupères ton mystère, pas pour jouer, pour respirer. Si tu veux un geste discret, pendant 3 jours, réduis de moitié tes explications. Chaque fois que tu veux ajouter une phrase pour être sûr, supprime-la. Garde l'essentiel, puis tais-toi. Observe ce qui se passe. Les gens qui te respecteront comprendront. Les autres se trahiront. Et toi, tu commenceras à sentir cette intelligence-là, celle qui n'a pas besoin de bruit pour être réelle. Chapitre 9. L'arme du long terme. Tu peux être très intelligent et te ruiner quand même. Ruiner ton argent, tes relations, ton image, ton énergie, parce que tu joues à court terme. Tu cherches un soulagement, pas une trajectoire. Tu veux gagner une journée, pas gagner une direction. Et l'idée centrale de ce chapitre est simple. Penser à long terme n'est pas un trait de caractère, c'est une supériorité stratégique. La plupart des gens vivent dans l'instant, parce que l'instant crie. Le futur, lui, chuchote. Et celui qui écoute le chuchotement prend l'avantage sur celui qui obéit au cri. Premier point secondaire. Le court terme te rend émotionnel. Le long terme te rend calme. Quand tu vis dans le court terme, chaque détail devient une urgence. Un message, une opinion, une baisse de motivation, un imprévu, un commentaire. Tu réagis, tu ajustes, tu te disperses, tu te fatigues. Quand tu vis dans le long terme, tu vois les mêmes événements comme des vagues. Tu ne t'y identifies pas, tu les traverses, tu gardes ton cap. Et ce calme n'est pas une posture, c'est une conséquence directe de la perspective. Deuxième point secondaire. Le long terme révèle les vrais gens. Le court terme est facile à jouer. On peut être charmant une semaine, disponible 1 mois, motivé 1 trimestre. Le long terme casse les masques. Il montre qui est constant, qui tient, qui respecte, qui disparaît, qui trahit, qui s'épuise, qui se transforme. Si tu veux choisir correctement en amitié, en amour, en business, tu dois donner du temps au temps. Pas pour être lent, pour être exact. Troisième point secondaire. Le long terme expose tes habitudes, pas tes intentions. Personne ne vit sa vie sur des grandes décisions héroïques. On vit sa vie sur des petites répétitions. Ce que tu fais le lundi quand personne ne te voit décide plus que ce que tu fais une fois quand tu es inspiré. L'intelligence dangereuse n'est pas l'intelligence des idées, c'est l'intelligence des habitudes. Ce que tu rends automatique te construit, ce que tu laisses au hasard te détruit. Je te donne un exemple d'argent, concret. 2 personnes gagnent à peu près pareil. La première achète de l'image, vêtements, sorties, gadgets, abonnements, confort immédiat. Elle appelle ça « profiter ». La seconde achète de la marge. Elle réduit ses coûts,
Elle construit une réserve, elle investit dans une compétence monétisable, elle protège son temps. Au bout de 2 ans, la première a l'impression d'avoir vécu, la seconde a l'impression d'avoir construit. Au bout de 5 ans, la première est stressée, la seconde est libre. Personne n'a volé personne, c'est juste le long terme qui a rendu visible ce qui était caché. Des choix répétés. Un autre exemple relationnel. Quelqu'un te traite bien quand ça va, puis mal quand il est frustré. Sur le court terme, tu peux excuser fatigue, stress, mauvaise journée. Sur le long terme, tu dois regarder un fait. Sous pression, cette personne devient dangereuse pour ton équilibre. Et c'est ça la vérité d'une relation. Qui quelqu'un devient quand il n'a plus le luxe de jouer un rôle. Le long terme te force à choisir des gens qui ne détruisent pas ton futur, pas juste des gens qui embellissent ton présent. Maintenant, le piège. Penser long terme peut devenir une excuse pour ne rien faire. Certains se cachent derrière la vision pour éviter l'action. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la procrastination noble. L'intelligence dangereuse fait l'inverse. Elle agit dans le présent, mais elle obéit au futur. Elle fait aujourd'hui ce que son futur respectera, pas ce que son présent réclame. Et ça change tout dans les décisions. Quand tu hésites, tu ne dois pas demander « qu'est-ce qui me fait envie ?» Tu dois demander « qu'est-ce que je vais payer plus tard ?» Parce que tout se paie. L'argent se paie, le temps se paie, la réputation se paie, la santé se paie, l'attention se paie. Certaines choses se paient en euros, d'autres en regrets. Beaucoup de gens paient en regret parce qu'ils ne regardent pas la facture quand ils achètent un soulagement. Tu veux devenir dangereux. Apprends à voir la facture. Une scène concrète. Tu as envie d'écrire à quelqu'un qui t'a ignoré, juste pour récupérer un peu de contrôle émotionnel. Court terme, soulagement, impression de reprendre la main. Long terme, perte de dignité, dépendance, baisse de valeur perçue, répétition d'un schéma. Une autre scène. Tu veux acheter un truc pour te sentir récompensé. Court terme, dopamine. Long terme, fuite, budget troué, identité dépendante du confort. Le long terme n'est pas une morale, c'est une méthode. Et cette méthode se construit par une compétence simple, suivre la chaîne des conséquences. Tu prends une décision et tu déroules. Si je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça rend plus probable demain, puis dans un mois, puis dans un an? Pas en mode anxieux, en mode lucide. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être orienté. Un autre outil, le compounding. Les gens parlent d'intérêt composé en finance. Ils oublient que tout compose. La discipline compose, l'apprentissage compose, l'image compose, les mauvaises habitudes composent, la mauvaise compagnie compose. Tu ne sens pas la composition au début, tu la sens quand il est tard. C'est pour ça que le long terme est une arme. Il te force à respecter ce qui s'accumule, même quand ça n'a pas l'air spectaculaire. Une question rare, et elle peut rester en toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te coûte un futur, mais tu continues parce que ça apaise ton présent? Pas besoin d'une liste, une seule chose suffit. Parce qu'une seule chose répétée suffit à changer une vie. Le chapitre se termine sans conclusion, parce que la pensée long terme ne se valide pas par une idée, elle se valide par un choix, un seul. Et tu vas le voir vite, quand tu choisis le long terme, ton présent proteste. Il réclame, il veut la récompense maintenant. L'intelligence dangereuse, c'est d'entendre cette protestation sans lui obéir. Si tu veux un geste discret, fais-le dès cette semaine. Prends une décision que tu repousses, pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu veux éviter l'inconfort. Une décision propre, une limite, une dépense, un plan, une conversation. Fais-la, puis observe ce que ça fait à ton esprit. Souvent, tu découvres que l'inconfort était le prix d'entrée de ta liberté. Et ce prix, une fois payé, te rend plus calme, plus stable, plus dangereux. Merci d'avoir écouté ce livre présenté par The Millionaire Library.